Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là. On apprécie vraiment votre présence. Allez nous suivre sur toutes les plateformes audio, sur tous les réseaux sociaux. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On l'apprécie. Les chiffres montent. C'est doucement, mais c'est quand même apprécié. Il y a des commentaires qui arrivent, des questions. Donc, on aime beaucoup ça. Continuez à le faire. Salim, ça va bien? Très bien, toi? Super. Excellent. Tu étais parti dans l'Ouest canadien cette semaine. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'épisode la semaine passée. C'est de ma faute. Effectivement, j'étais en Alberta. Good. On va passer parce que au Québec, ça chauffe. L'eau bouille un petit peu au Québec. Puis, il y a plein d'affaires qui se sont déroulées cette semaine. Puis on va en parler, puis on va essayer d'analyser ça ou discuter et échanger. On commence avec quoi? Eh bien, on a souvent dit sur ce podcast que Paul Saint-Pierre Plamondon avait apporté un certain dynamisme qu'on avait un petit peu oublié au Parti québécois. Et parmi les idées qu'il a eues il y a plusieurs mois de ça déjà, c'était de présenter un budget de l'an 1 d'un Québec indépendant, qui nous rappelle d'ailleurs le fait que le premier ministre actuel, François Legault, à l'époque où il était ministre péquiste, s'était déjà adonné à cet exercice. Donc, c'est intéressant. On pourrait peut-être démarrer par ça. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est bien que tu le mentionnes parce que depuis la dernière élection, on n'arrête pas de mentionner à quel point le Parti québécois est sur une montée. Ils impressionnent. Est-ce qu'on est d'accord avec eux ou non? D'après moi, c'est pas grave. Nous, on voit les développements d'un côté politique, d'un côté stratégique, d'un côté relations médias ou relations publiques ou whatever. On peut l'appeler comme on veut. Mais pour un parti qui avait jusqu'à récemment 3 députés en chambre, c'est un parti qui fait beaucoup parler de lui. C'est un parti qui trouve des éléments, aller chercher beaucoup de visibilité. On l'a vu avec le serment au roi. Là, il y a une pétition pour éliminer le changement d'heure. Tu sais, des affaires qui, dans la vie des gens, ça va rien affecter. Tu sais, le fait que les élus ne prêtent plus serment au roi, ça n'affecte rien à la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Mais ça fait parler du Parti québécois. Ça leur donne la visibilité. Et justement, lundi, le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a présenté ce budget de l'année 1 d'un Québec hypothétiquement souverain. Comme tu as dit, c'est pas une nouveauté, c'est une pratique qui a été déjà faite par le passé, dans les années 70, 90, 2005 avec Legault. Puis, il nous a présenté les chiffres. Moi, j'ai pris le temps d'écouter toute sa conférence de presse lundi. Et ce qui m'a frappé, c'est que, et ça aussi c'est stratégique, il faut le dire, parce qu'il mentionnait constamment la méthodologie. Pour lui, c'était important que les gens et surtout les médias comprennent que voici la méthodologie qu'on a suivie, la méthodologie, blablabla. Et pourquoi c'est important? Parce que il a pratiquement copié-collé la méthodologie de François Legault en 2005. C'est pas une erreur. Il l'a pas fait par erreur. Ça c'est exprès parce que, et les gens qui nous écoutent, qui nous suivent, vous allez voir, si jamais vous suivez la période de questions, il va constamment questionner le premier ministre sur cette affaire-là. Il va continuer à rallier la visibilité. Et ce qui va nuire, d'après moi, au premier ministre, c'est que c'est son plan à lui qu'il a repris puis qui l'a mis dans notre époque en 2023. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'était un exercice quand même élaboré, un exercice quand même bien fait. Il y avait plusieurs experts qui se sont penchés sur la question, qui ont pris le Québec dans son état actuel. Et c'est là où il faut lire entre les lignes, là, parce que oui, peut-être que les résultats ou les chiffres qu'ils ont présentés démontrent que effectivement, le Québec, comme pays indépendant du Canada, serait en une
une situation financièrement bonne pour les Québécois. Mais cet exercice-là est fait si et seulement si on prend le Québec comme il est actuellement, sans ajouter des départements ou d'autres ministères ou des accords, sans regarder tout autour de ce que fait un pays. On regarde le pays, la province maintenant. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le service? Qu'est-ce qu'on paye? Qu'est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on serait mieux placé si on était souverain? Et effectivement, d'après les résultats qu'il nous a présentés, ça a l'air que financièrement, le Québec serait viable si ce serait un pays indépendant. Je te laisse continuer parce qu'on va revenir à l'analyse. Oui. Alors, tu sais, sur ce podcast-là, sur ce balado-là, j'ai très souvent dit que ce qui était le plus important pour un parti politique, c'est d'être pertinent sur l'échiquier politique. Donc, être pertinent, donc ça veut dire que, c'est-à-dire, c'est quoi dans le fond, c'est quoi le positionnement idéologique d'un parti politique? C'est quoi son projet majeur? En gros, comment les électeurs sont capables d'identifier quel est l'objectif de ce parti politique-là? Bon, le Parti québécois, de tout temps, on a toujours su, c'est sa raison d'être. Sa raison d'être a toujours été de faire du Québec un pays, de réaliser la souveraineté du Québec. Le Parti québécois a souvent été d'ailleurs très populaire et même quand il perdait des élections, demeurait, disons, le regroupement, le parti politique, la formation politique qui menait un peu ce projet-là de souveraineté. À un moment donné, quand au Parti québécois, on a réalisé que la souveraineté, disons qu'elle était moins populaire, qu'est-ce que le Parti québécois a commencé à faire? A commencé un petit peu à s'éloigner de son objectif premier, c'est-à-dire celui de faire la souveraineté. On a toujours parlé de on va avoir une gouvernance souverainiste, on ne fera pas de référendum dans un premier mandat. C'était jamais très clair qu'est-ce que le Parti québécois allait faire. Et c'est la raison pour laquelle le Parti québécois a connu, à mon avis, des difficultés. Pourquoi je dis ça? Parce que, à un moment donné, quand tu perds ton essence, tu perds ta pertinence auprès des électeurs. Bon, pourquoi je fais tout ce préambule-là? Je fais ce préambule-là parce que j'ai comme l'impression que ce que Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de faire, c'est un petit peu de recoller les morceaux du pot qui a été brisé par ses prédécesseurs en amenant au devant de la scène la raison d'être du Parti québécois sans en être complexé de quelque manière que ce soit. Donc, il a apporté beaucoup de choses qui étaient peut-être parfois pas directement liées à la souveraineté, mais indirectement liées, ne serait-ce que par le symbole. Tu as parlé donc, par exemple, du serment au roi. Mais évidemment, là, il voulait frapper l'imaginaire et arriver avec un budget de l'an 1 d'un Québec indépendant. Puis ça frappe doublement l'imaginaire que les plus jeunes générations n'ont jamais entendu parler de ce type de budget qu'en 2005, lorsque François Legault, qui à l'époque était ouvertement un souverainiste pressé et qui s'était adonné donc à cet exercice. Alors, moi, là où je veux en venir, c'est que lorsque je vois l'opération de relations publiques qu'a menée le Parti québécois, qu'a mené Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve que l'opération de relations publiques est extrêmement bien réussie. Je pense qu'il a atteint son objectif. Il a repositionné encore plus clairement le Parti québécois comme un parti souverainiste. Il a même démontré que c'était quasiment le seul parti souverainiste parce que même Québec solidaire qui l'est ne fait pas autant de bruit autour de ça. Non. Donc il est en train d'essayer de récupérer le brand souverainiste que Québec solidaire avait commencé à lui voler d'une certaine manière.
Et en plus de faire vivre le projet souverainiste à travers des propositions comme des propositions qui sont encore plus intenses au niveau de la langue, encore plus intenses sur les questions de pseudo-laïcité. Ça, je ne comprendrai jamais, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, c'est pas la laïcité que je comprendrai jamais. Je veux pas que nos auditeurs comprennent mal. La laïcité, on est tous pour ça. C'est pas ça, mais je comprendrai jamais l'approche du Parti québécois sur la question. Donc, d'un point de vue des relations publiques, c'est très bien réussi. Je te donne la parole et je pense que ce qu'on devrait aborder, c'est effectivement un petit peu plus les questions de fond. Parce que tu disais à très juste titre, il y a un travail rigoureux qui a été fait. C'est vrai que c'est rigoureux. C'est bien fait, c'est bien présenté. Il y a des gens intéressants, plus ou moins connus, qui sont passés à travers, qui ont donné une sorte d'approbation ou de bénédiction à cet exercice-là de budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Il reste que ce que tu dis est aussi l'autre, c'est-à-dire le revers de la médaille auquel tu as aussi fait mention, c'est celui du fait que en fait, il reste très hypothétique. Il reste très hypothétique parce que on a pris les chiffres d'aujourd'hui, on part sur des croissances économiques d'aujourd'hui, on part sur un calcul de la dette qui est celui d'aujourd'hui, on part sur un calcul de la dette fédérale qui va nous revenir, avec lequel je suis pas certain nécessairement que le gouvernement fédéral sera d'accord avec. On part sur plusieurs éléments sur lesquels véritablement nous n'avons pas de visibilité ou de contrôle. Dans le fond, c'est hypothétique et c'est factuel en même temps parce qu'il présente les chiffres actuels et on va pas rentrer en détail, mais il nous mentionne qu'il y a des montants à aller chercher de plus de 80 milliards de dollars que nous n'aurons plus à payer au gouvernement fédéral en taxes puis en d'autres choses. Il y a des ministères qui sont c'est comme un dédoublement de services qu'on n'en aura plus besoin. Donc, tu sais, il liste plein de choses qui font beaucoup de sens dans un Québec indépendant qu'on n'aurait plus besoin. Puis, évidemment, ça représente des épargnes au niveau ou des revenus au niveau du Québec. Donc, ça, c'est factuel. Le côté hypothétique, par contre, c'est que puis la semaine passée, il se préparait évidemment pour cette annonce, puis il coulait des petites affaires ici et là. Puis, je me rappelle, la semaine passée, il avait dit que oui, effectivement, dans un Québec souverain, il y aurait une monnaie québécoise. Il y aurait une armée québécoise. Donc, tu sais, il avait un peu répondu à certaines inquiétudes que les journalistes commençaient à un peu couler dans les médias. Et moi, je me demande, OK, parfait. Donc, on va aller chercher des revenus d'environ 80 milliards de dollars. C'est correct, puis on ne va pas rentrer dans les détails. Mais dans un pays, tu n'as pas besoin d'un département pour justement, tu sais, comme on a le Royal Canadian Mint. C'est qui va s'arranger de la monnaie québécoise? Qu'est-ce que ça va nous coûter? La défense. Tu sais, maintenant, tu sais, la portion que nous payons, on la partage avec 10 autres ou 9 autres provinces et territoires. C'est une portion des coûts totaux. Là, il va falloir assumer... Même le Canada actuellement ne peut pas gérer ça. Exactement. Donc, je ne sais pas quel type d'armée nous allons avoir. Peut-être ça va être juste pour des missions d'urgence. Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est de l'argent important là, qu'on va en avoir besoin. Je pense beaucoup au département des Affaires étrangères. C'est sûr que maintenant, on a des délégations. On a une vingtaine, je pense. Mais c'est un bureau dans, je pense, c'est 20 ou moins de 20 pays. Mais là, dans un ministère de Relations étrangères, d'affaires étrangères, on a besoin des ambassades, on a besoin des services consulaires dans plusieurs villes, peut-être dans un même pays. Donc, on a besoin... C'est un énorme budget, oui, les affaires étrangères. Donc, tout ça...
lui, il en parle pas parce que c'est hypothétique. Donc, Ouais, lui, dans son exercice, c'est qu'est-ce qu'on a maintenant et est-ce qu'on peut survivre? Oui, peut-être tu peux survivre, mais c'est quand même important de faire l'exercice de qu'est-ce qu'on aurait besoin comme pays ouais. et qu'est-ce que ça va coûter. Donc, cet exercice-là, je pense qu'il est tout de même important à faire. Mais oui, puis il y a aussi un autre aspect dont il ne parle pas. Dans le fond, Les accords? ben oui, effectivement, parce que c'est sûr que demain, le Québec sortirait du Canada, ben, il va falloir renégocier le libre-échange avec les Américains et les Mexicains. Il va falloir renégocier le libre-échange avec l'Europe. Il va falloir renégocier les accords de commerce internationaux et bilatéraux qu'on a avec d'autres pays dans le monde. On oublie aussi une chose, c'est ça, moi c'est surtout le bout que je trouve qui est terrible, dont on parle pas. Mais bon, là, lui, il a juste pris le Québec, puis il l'a sorti du Canada. Mais il n'a pas pensé à toutes les répercussions qu'il va y avoir là-dedans. Est-ce qu'il y a des entreprises qui pourraient vouloir quitter le Québec pour s'installer ailleurs? Je ne parle pas d'exploiter le marché, parce qu'effectivement, les entreprises qui veulent exploiter le marché, qui veulent faire affaire au Québec, vont continuer de le faire. Je t'interromps deux petites secondes en relation avec ce que tu dis. Les entreprises qui se sont installées au Québec avec des subventions du fédéral, qu'est-ce qui arrive? Ben oui, non mais justement, alors, en fait, effectivement, il va y avoir ça. Alors, est-ce que ça va aller sur une espèce de dette? Enfin bref, ça pourrait faire partie de discussions et de négociations entre le fédéral et le provincial, advenant le cas d'un oui gagnant. Mais moi, je ne suis même pas rendu là. Moi, je veux juste penser à un truc, c'est toutes ces entreprises-là, tu sais, faire affaire au Québec, parce que, admettons, faire affaire au Québec, ça pourrait être intéressant pour une entreprise. Je n'ai pas de doute avec ça. On dit que le Québec serait quand même viable s'il était indépendant. Mais il y a des entreprises qui vont, leur siège social canadien est à Montréal. Il va déménager à Toronto ou ailleurs. Il y a des pertes d'emplois qui vont se faire. Qu'on le veuille ou non, un changement de cette envergure amène à une sorte d'instabilité qui va faire en sorte que il y a des investissements étrangers qui vont pas se faire, pas pour le moment, en tout le cas. On va réduire les risques qu'on va prendre au Québec, etc. C'est des choses qui sont réelles, qui sont véridiques. Il y a des entreprises aussi qui ont une espèce de présence au Québec parce que c'est plus facile, même si parfois le marché est peut-être un peu plus petit. Il y a des entreprises, parce qu'elles sont installées au Canada et qu'elles font un petit peu affaire au Québec, elles se sont mises à niveau, au niveau linguistique, au niveau des réglementations québécoises, etc. Mais tout ça, ça se peut bien qu'il y ait bien des affaires qu'on perde entre-temps. Ouais. Donc, c'est un casse-tête énorme et c'est sûr que tout ça, on ne peut pas juste l'ignorer à cause que financièrement, avec les calculs qu'on a faits de l'état actuel du Québec, ça fait du sens. Donc, je sais pas si... Je pense que j'ai entendu M. Plamondon parler du fait qu'il y aura un cahier bleu dans lequel ces questions hypothétiques-là seront répondues. C'est très complexe. C'est très complexe. Et moi, quand j'ai vu ça, OK, j'ai accepté l'exercice là, puis comme on a dit, c'est un exercice quand même rigoureux qui a été fait. Mais le premier réflexe que j'ai eu, c'est, tu sais, nous, quand on était jeunes, les années 80 puis 90, quand cette notion de souveraineté était quand même, d'après moi, au plus haut niveau, c'était une question d'identité et c'était pas nécessairement une question de chiffres. On veut se séparer parce que nous ne nous identifions pas comme Canadiens, c'est plus la nation québécoise, etc. Et j'ai l'impression que là, c'est devenu un calcul mathématique. À cause de ça, on se sépare. Mais c'est pas... ça s'explique. Ça s'explique politiquement. Bon, on va s'entendre. Regarde, par exemple, la souveraineté dans les sondages, j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon dire qu'elle oscillait aux alentours de 36%. Moi, il me semblait que c'était un petit peu moins, mais disons 35-36%, OK?
Bon, moi, je pense que ceux qui veulent la souveraineté du Québec et qui votent, ou tout du moins qui indiquent dans les sondages qui sont souverainistes et qui seraient ils voteraient oui à un référendum demain matin s'il y en avait un. Je pense que c'est des souverainistes de conviction et de cœur. Je pense que oui, il en existe. Puis là-dedans, je pense que c'est un peu surestimé, 35-36%, mais bref, qu'importe. Disons que c'est ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, le mouvement souverainiste, table sur autre chose. Table sur les gens qui, par exemple, se sentent davantage québécois que canadiens, à qui on pourrait dire, si on leur faisait la démonstration, que leur niveau de vie, leur façon de vivre, leur économie ne serait pas impactée, pourraient se dire, tant qu'à faire. De toutes les manières, je me sens plus québécois que canadien, donc tant qu'à faire, pourquoi ne pas être indépendant? Ils tablent, le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon, les deux tablent sur quoi d'autre? Ils tablent sur tous ceux qui sont, émotionnellement favorables à la souveraineté, mais qui, pour des questions de raison, ne voteraient pas oui. Et donc, il se dit, là, c'est parce que si on additionne les 35-36% aux fédéralistes mous qui seraient capables de swinger et aux gens qui votent non au référendum simplement parce qu'ils ont l'impression que ça va aller mal économiquement, et il se dit, dans ce cas-là, on peut atteindre 50% plus 1. Là, ça doit sans doute être ça le calcul. Mais je suis d'accord avec toi, puis je suis content en fait même que tu apportes ce sujet-là. C'est-à-dire que dans les années 70, même lorsqu'on n'est pas souverainiste, on est touché par ce mouvement d'affection pour le Québec. Je ne suis pas souverainiste pour un sou, là. Mais quand je vois des images d'époque avec René Lévesque, etc., ça me touche comme Québécois. Ça me touche. S'il y avait c'était une espèce de projet rassembleur qui... c'était l'amour du Québec, de la culture francophone, d'Amérique, etc., que les gens se rassemblaient autour de cette idée. Et effectivement, aujourd'hui, on est plus dans autre chose. On essaye d'être un peu plus dans le rationnel. Là, c'est parce qu'on pourrait être indépendant, parce que, regardez les chiffres, ça m'amène à un point. Qu'on oublie, je ne sais pas si c'est volontaire, mais on oublie de dire, les Québécois sont aussi attachés au Canada. Tu sais, je suis fatigué des gens qui disent, non, les Québécois ne sont pas attachés au Canada. Excuse-moi, déjà, si tu dis que 35% sont pour la souveraineté, encore une fois, je dis que ça doit être un peu gonflé, ça. S'il y avait un référendum demain, je pense pas que ça dépasserait 28, là, mais anyway. Il y a presque le double qui est fièrement canadien. Oui. Puis il y a eu d'ailleurs des sondages. Malheureusement, je peux pas donner de source là parce que je l'ai pas en tête. Je viens d'y penser là, mais il y avait un sondage il y a pas si longtemps là. Je pense il y a, je sais pas, genre quelque chose comme 4-5 semaines de ça, où il y avait plus de gens fiers d'être Canadiens au Québec qu'il y en avait en Alberta. Ouais. Tu sais, donc à un moment donné. J'ai l'impression que le mouvement souverainiste, qui est le seul à s'exprimer sur ces questions-là, parce qu'évidemment, c'est lui qui pousse cet agenda, impose une fausse idée que les Québécois ne sont pas fiers d'être Canadiens ou ne sont pas attachés au Canada. C'est pas vrai. Ouais, mais même si on met de côté les Québécois en tant que personnes vivant au Québec, il faut ne pas aussi oublier l'apport du Québec comme province à l'essor du Canada. Bien sûr. Donc, c'est une chose qu'on ne peut pas juste ignorer comme ça. On ne peut pas juste dire, regarde, bye bye, ciao. Mais il y a plein d'affaires que le Québec contribue au Canada ou qui pourrait mieux contribuer, devenir un leader. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, dans un des discours inauguraux qu'il avait fait, avait dit une phrase qui m'a marqué à vie, puis que j'utilise moi-même parfois à l'occasion. Mais le Canada est à son meilleur lorsque le Québec indique sa marche, ou rythme sa marche. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet idéal canadien aussi,
le Québec en est garant. Le Québec en a aussi une espèce de responsabilité. Ce pays-là, les Québécois, les francophones, en ont coécrit l'histoire. Et donc, d'une certaine manière, demander aux Québécois de tourner le dos au Canada, c'est de tourner le dos aussi à une partie de leur histoire, c'est de tourner le dos à un pays qu'ils ont contribué à créer, un pays qui aujourd'hui sur la scène internationale est extrêmement... jouit d'une réputation extrêmement positive. Et c'est pas juste grâce aux Canadiens anglais, c'est pas vrai. C'est aussi grâce aux Canadiens français, grâce aux Québécois. Et ça, on s'en souvient pas. Mais là, excuse-moi, c'est un peu mon petit côté passionné de la chose qui a dérapé, mais parce qu'on parle vraiment du budget de l'an 1, mais non, mais le budget, il est ce qu'il est, puis moi, je suis prêt à l'accepter que je suis pas économiste, puis je suis même pas bon en maths, mais je comprends et j'apprécie l'exercice qui a été fait, puis peut-être que dans les chiffres, ça a du sens. Mais, tu sais, la façon que tu le présentes, là, d'après moi, c'est purement stratégique et il faut, à un moment donné, aller jusqu'au bout de la réflexion. On peut pas juste dire, voici le Québec actuel, puis voici ce qu'il aurait l'air si on n'aurait pas ceci à payer, si on n'aurait pas ce département-là, ou ces ministères-là, ou ces fonctionnaires. C'est pas simpliste comme ça, OK? Mais du côté stratégique, lui est confiant qu'en 2026, il va faire le gouvernement, puis c'est correct, c'est un chef de parti. Il peut pas dire « Ah non, nous, notre but, c'est d'aller en première opposition. » Non, il fait sa job politique. Il fait sa job, puis il l'a fait bien. Puis je pense, comme tu as dit, comme exercice de relations publiques, c'est réussi. C'est excellent. C'est réussi. Puis moi, je suis convaincu qu'il va aller retrouver beaucoup de votes qui ont quitté soit vers Québec solidaire ou vers la CAQ. Puis on le dit depuis les dernières élections et surtout avec la dernière élection partielle, ils ont le vent dans les voiles. Puis c'est sûr et certain que le Parti québécois, aux élections de 2026, ils ne seront pas juste 4 députés. Moi, je peux signer ma maison là-dessus. Là, est-ce qu'ils vont avoir... Signe pas trop vite. On vit une crise du logement, tu veux pas ça? non, mais sérieusement, écoute, je comprends ce que tu dis, puis je suis aussi d'accord avec toi. Les performances de Paul Saint-Pierre Plamondon sont bonnes. Il a de très bons députés, Pascal Bérubé, Pascal Paradis et Joël Arsenault. Ils sont 4 bons députés. Ils font du bon travail politique. Je te dis pas que je suis d'accord avec eux, mais ils font du bon travail politique. Ça se peut bien qu'ils augmentent leur députation. Mais tu l'as même mentionné que si le Parti libéral ne trouve pas un peu sa place, est-ce que c'est si étonnant que ça que le PQ se trouve en opposition? Mais alors justement, et puis je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre discussion dans un prochain épisode, mais moi je fais quand même partie de ceux qui sont quand même très prudents par rapport à la hausse du Parti québécois. Moi j'ai l'impression que que ce sont des intentions de vote qui sont stationnées de manière temporaire au PQ pour la simple raison qu'au moment où on se parle, pas juste au moment où on se parle, mais depuis 5 ans déjà, le gouvernement Legault règne et gouverne sans opposition. Ouais. Et je pense que c'est un vote... je pense que ce sont des intentions de vote contestatoires plus qu'autre chose. Mais tu pourras me challenger dans un autre épisode là-dessus. Look, moi, je pense tout simplement que c'est beaucoup plus facile pour le PQ d'aller chercher une vingtaine de députés et de se rendre en opposition que d'aller chercher 63 et faire le gouvernement. Il faut être logique quand même. Puis je comprends que les péquistes pensent qu'ils peuvent se rendre là. Bravo pour eux s'ils vont réussir, mais moi, je crois pas qu'ils vont pouvoir. Mais en opposition, regarde, moi, je leur donne le bénéfice du doute, surtout avec l'état actuel du Parti libéral du Québec. C'est très possible. Tu as mentionné Jean Charest, puis on va revenir à Jean Charest parce que toute cette conversation-là de budget de l'année 1, d'un Québec souverainiste, puis l'image de François Legault qui sort carrément contre ce projet-là, puis tu sais, c'est pas l'image
qu'il y a peut-être 15-20 ans, on aurait imaginé. Un François Legault contre la souveraineté, tellement que, tu sais, on commence à le nommer Capitaine Canada. Et je fais juste remarquer que c'est le titre qu'on avait donné à Jean Charest quand il était venu. En 95 aussi, ouais. Quand il est venu ici, on le nommait Capitaine Canada parce qu'il avait joué quand même un rôle primordial dans tous les référendums. Et j'ai trouvé quand même drôle que c'est François Legault maintenant qu'on lui accorde ce titre-là. C'est une caricature, c'est drôle, mais cette comparaison-là a généré une sortie de François Legault contre Jean Charest. Oui, parce que effectivement, je crois que au Parlement, au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, Paul Saint-Pierre Plamondon a répondu à M. Legault en disant de lui qu'il utilisait les mêmes expressions et les mêmes arguments que Jean Charest et Jean Chrétien lorsqu'il parlait de c'est des vieilles chicanes, on n'a pas besoin de réouvrir ça, les Québécois veulent pas de ça, veulent pas de la division, etc. Bon, c'est vrai qu'on a déjà entendu les premiers ministres Charest, Chrétien le dire dans un contexte qui était très vrai, effectivement. Mais bon, à la limite, c'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est que à la sortie du Salon Bleu, M. Legault a répondu à un journaliste qui lui demandait qu'est-ce que ça lui faisait, grosso modo, d'être comparé à Jean Charest. Et je le paraphrase parce que nous n'avons pas d'extrait à diffuser, là, mais je le paraphrase, mais il dit voyons donc. Quelle insulte. Quelle insulte. Y a-t-il quelque chose de plus insultant que de se faire comparer à Jean Charest? Honnêtement, je dois te dire que j'ai trouvé ça un petit peu malaisant, gênant, un peu désolant parce que t'es le premier ministre en fonction. Admettons que tu n'aimes pas un de tes prédécesseurs, je peux le comprendre. C'est toujours comme ça en politique, de toutes les manières. Parfois, ton prédécesseur peut être du même parti, puis tu ne l'aimes pas pareil. Là, mais d'être si... Enfin, c'était cheap. Honnêtement, moi, je vais te dire franchement, j'ai trouvé que c'était cheap. Tu fais pas ça, pas en public, tu sais, avec... tu à la limite, dis ça à ta gang, là, dans un bureau fermé. Tu dis ça devant des médias d'un ancien premier ministre du Québec qui a fait quand même 3 mandats, qui a fait 10 ans au pouvoir quasiment, qui a été un élu du Québec, c'est-à-dire entre le fédéral et le provincial pendant 28 ans, qui a fait beaucoup pour le Québec, quoi qu'on en dise et quoi que lui en pense, qu'il a invité à aller à l'inauguration de la Romaine. J'allais justement te dire ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, honnêtement... Il y a une semaine, ils se tenaient à côté, l'un de l'autre. Et puis le louanger. Ouais. Alors, franchement, j'ai trouvé ça cheap. J'ai trouvé ça cheap, mais en même temps... Alors, que ce soit cheap, c'est cheap. Là, quand je dis le mais en même temps, c'est pas pour atténuer ce que je vais dire, mais plutôt pour expliquer, je crois, selon moi, je peux me tromper, j'ai pas la vérité infuse, mais j'ai comme l'impression que il a peur qu'on lui accole, je parle de Legault, je pense qu'il a peur qu'on lui colle l'étiquette de fédéraliste. Il aime pas l'image du Capitaine Canada, probablement parce que c'est lui-même un ancien souverainiste, donc il n'est pas passé de « je suis souverainiste, je veux rien savoir du Canada » à « j'aime le Canada ». On s'entend que François Legault, il est toujours souverainiste. Il joue ses cartes parfaitement comme nationaliste parce que ça lui donne des votes. Ben oui. Alors, mais ça, honnêtement, si François Legault sortait demain et dit « moi, je suis toujours souverainiste », tu penses-tu franchement qu'il y aurait 89 sièges à l'Assemblée nationale du Québec? Moi, je pense pas. Non, je pense pas.
Mais en même temps, on pourrait aussi dire que s'il disait qu'il était fédéraliste, il n'aurait peut-être pas 89 sièges au Parlement non plus. Tu sais? Ouais. Alors, chose certaine, par contre, c'est que si la souveraineté était populaire, probablement qu'il serait encore officiellement souverainiste. Là, il est peut-être officieusement. Il est peut-être un souverainiste inactif. Ouais. Peut-être, je sais pas, je veux pas lui prêter d'intention et je veux pas faire de psychanalyse de bas étage, là, de basse gamme. Mais par contre, ce que je peux dire avec beaucoup d'assurance, c'est qu'il n'est pas passé d'un statut de souverainiste pressé à un fédéraliste enthousiaste. Ouais. Ça, c'est sûr que non. Ouais. Ça, c'est sûr que non. Alors, bon, lui, il voulait sans doute pas que se faire dire... En fait, ça le dérange pas d'occuper la position du parti qui s'oppose à un référendum. Mais il ne veut pas occuper la position d'un parti qui est favorable au Canada. Ouais. Il y a une nuance, mais la nuance est importante. D'ailleurs, ça a toujours été, même chez les fédéralistes là, qui voulaient parfois rappeler aux Québécois que le projet de souveraineté, c'est un projet de division. Ils disaient, ils veulent organiser un référendum. En fait, c'est pas le mot souveraineté qui fait mal aux oreilles, c'est le mot référendum. Ouais. Parce que le référendum, dans l'esprit de bien des Québécois qui l'ont vécu en 80, mais aussi en 95 et surtout en 95, c'était des familles entières qui se sont déchirées. Donc, donc oui, il y avait une réelle division. La société était divisée là-dessus. Là, et donc, c'est ça. Donc, j'ai envie de te dire, François Legault, il est contre le référendum. Par ricochet, il veut pas de la souveraineté, parce qu'il n'y aurait pas de souveraineté sans référendum. Mais c'est surtout contre le référendum qu'il en a. Là, tu comprends? Ouais. C'est certain que il veut pas être celui à se battre soit contre ou... Imaginons demain qu'il y a un référendum. Je pense pas que François Legault va être celui qui a à décider pour son parti si on vote pour ou contre. Tu comprends? Ah, mais... Je pense pas qu'il va être à cette place-là. Ah non, mais c'est... Non, je suis d'accord avec toi. Hein, puis j'essaye aussi de me mettre à sa place. Il a réussi un coup fantastique en se positionnant comme ni fédéraliste, ni souverainiste, mais nationaliste. Mais oui, puis on a vu les résultats. Et les résultats sont éloquents, il n'y a absolument rien à dire. Mais il faut quand même donner... Mais c'est quand même important de dire une chose, c'est que le jour où il dit « je suis fédéraliste », ben, tu as des souverainistes de son parti qui ne vont pas être contents. Ouais. Et le jour où il va dire Pardon, s'il dit qu'il est fédéraliste, les souverainistes ne vont pas être contents. S'il dit qu'il est souverainiste, bah, tu as déjà 3-4 de ces ministres qui vont démissionner. Là. Ouais. Mais moi, je pense honnêtement, puis on va revenir un peu au PQ, parce que c'est sûr que, comme tu as dit, d'un côté, c'était une stratégie magistrale de François Legault de se positionner de la façon qu'il a faite, parce que ça a donné les résultats que ça a donné. Mais en même temps, il faut quand même saluer la stratégie du PQ pour ramener cette question-là dans l'actualité et vraiment pousser Legault à réagir. Parce que, et puis on l'a mentionné dans, je ne sais pas si c'était le dernier ou d'autres épisodes avant ça, qu'est-ce qui arriverait si la souveraineté redevienne le thème principal dans l'actualité? Qu'est-ce qui arrive dans le caucus de la CAQ? Parce que c'est une coalition, il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes, puis... Comme tu as dit, puis je suis d'accord avec toi à 100%, il ne veut pas rentrer dans ce terrain de jeu-là parce que ça va causer des grandes divisions dans ce caucus. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, cela dit, on ne sait pas de quoi est fait le futur. C'est pas impossible que ce débat-là, souveraineté, fédéralisme, revienne. Moi, de toute façon, j'ai toujours pensé une chose. C'est que la question de la souveraineté n'allait jamais disparaître de la politique québécoise. Jamais, 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 jamais. C'est une option qui est légitime, avec laquelle je suis en profond désaccord, mais elle est légitime. Ouais. Je pense que la question de la souveraineté, elle sert le Québec. Elle le sert dans sa relation avec le gouvernement fédéral, dans le besoin, dans le rapport de force. Elle sert. Moi, je trouve que c'est
c'est pas nécessairement négatif. Il y a des choses positives là-dedans. Même quand les fédéralistes étaient au pouvoir au Québec, les libéraux du Québec, évidemment, ils n'ont jamais brandi la menace souverainiste parce que ce sont des fédéralistes. Cela dit, ils ont aussi profité d'un contexte où il existe un mouvement souverainiste au Québec pour qu'ils puissent obtenir ce qu'ils voulaient de la part du gouvernement fédéral et autres. C'est de la politique. On est dans une fédération. Toutes les provinces essayent de tirer la couverture elles-mêmes et le Québec joue ses cartes et on ne lui reprochera pas ça. Imagine un contexte où tu as un pays, le Canada, qui est en train de combattre dans 2 fronts séparés, un en l'Alberta puis l'autre au Québec, une question similaire d'indépendance. Ah, ce serait épouvantable. Honnêtement, ce serait épouvantable. C'est-à-dire admettons qu'il y ait 2 mouvements souverainistes forts, sérieux au Canada. Parce qu'on voit quelque chose qui bouge maintenant en Alberta. Ben, ce serait terrible. Ce serait terrible pour la simple raison que ce serait d'une certaine manière l'échec de la fédération, alors que très sincèrement, même si la fédération est imparfaite, comment dire, elle recèle en elle tellement d'avantages qui permettent aux populations partout au Canada, dans toutes les provinces, dans tous les territoires, qui permet un certain épanouissement que je trouverais ça vraiment dommage. Alors, à ton affirmation qui dit, mais là, on voit qu'en Alberta, il y a comme une espèce de mouvement séparatiste ou indépendantiste qui est en train de s'imposer. La seule différence, quand même, c'est que c'est pas un nationalisme culturel ou identitaire. Y a pas, en fait, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit un nationalisme. C'est une espèce c'est plus une séparation des pouvoirs. Oui, non, mais il y a une séparation des pouvoirs clairement indiquée par la première ministre Danielle Smith, que d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'écouter quand j'étais en Alberta, je disais en début de mission, d'épisode. Non, définitivement, elle cherche une espèce de... Elle veut rapatrier beaucoup de pouvoir, notamment en termes de retraite, etc. Un peu sur le modèle du Québec qui a la caisse de dépôt depuis 1965. Eux autres, ils veulent sortir aussi de ça, puis mettre beaucoup de pression. Mais au-delà de ça, il y a effectivement tellement de grogne en Alberta actuellement. C'est là où les gens sont le plus mécontents actuellement au Canada. Que oui, il y a un pourcentage encore faible, mais qui grandit quand même, de gens qui considèrent éventuellement se séparer du Canada. Ce qui serait évidemment épouvantable, terrible, et peut-être qu'on fera, nous Québécois, on fera peut-être ce que le reste du Canada avait fait en 95. On va faire un love-in. On va tous aller à Calgary, puis on va voir des affiches « We love you, Alberta ». Ouais, c'est ça. Passons à la dernière thématique, un projet de loi énorme qui a été présenté cette semaine à l'Assemblée nationale il n'a pas été présenté cette semaine, il a été présenté il y a quelques mois, ouais. Mais qui est en étude. Ouais, exact. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été finalisé. Il l'a pas présenté. Des amendements. Ah, OK, parfait. Voilà. Donc, c'est le projet de loi 15. C'est le projet de loi sur la réforme du système de la santé du ministre Christian Dubé, qui a relancé évidemment un débat dans lequel se sont invités 6 anciens premiers ministres quand même contre ce projet de loi-là. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Moi, d'ailleurs, j'ai jamais vu ça. 6 anciens premiers ministres et de partis différents
se mettre d'accord sur une position contre le gouvernement. Donc, juste, et encore là, on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est un projet de loi qui est colossal. On parle de plus de 300 pages, plus de 1100 articles. Je ne sais pas comment ils vont faire la lecture de tous ces articles-là. Ouais. Non, mais attention. Alors, oui, c'est un projet de loi, on dit mammouth, mastodonte, énorme. Près de 1200 articles. Mais attention, c'est parce qu'il y a beaucoup de ces articles-là, c'est des lois qui existent déjà parce que c'est des changements. C'est des modifications à des lois existantes. Ouais. Donc, on a additionné tous ces articles-là, mais ce n'est pas tous les articles qui ont été étudiés un par un. D'ailleurs, ils sont déjà au-dessus de 700 ou 800 là, déjà articles qui sont déjà faits. Alors, effectivement, ce projet de loi, on en a déjà parlé sur ce podcast, puis juste pour rappeler rapidement, mais il vise... principalement, évidemment, il y a des détails, on ne passera pas à travers ça, on ne passera pas 1200 articles maintenant, là, mais il vise principalement à faire de Santé Québec un seul et même employeur dans le système de santé. C'est ça. C'est une recentralisation un peu comme... Ça n'existait pas sous cette forme-là, mais moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, ça existait, c'était l'Agence de la santé, mais ça ne regroupait pas toutes sous un parapluie. Oui. Là, ça regroupe quasiment tout le monde, puis ça dégage le ministère pour rester pour se concentrer principalement sur les orientations. Donc, oui, effectivement. Puis, les premiers ministres, comme tu l'as dit, les six anciens premiers ministres ont envoyé une lettre au premier ministre pour indiquer quelques-unes de leurs préoccupations. Ouais. Exact. Puis, parmi ces inquiétudes-là, c'est qu'avec cette centralisation de tout là, sous une bannière, mais on vient affecter un peu le processus de l'octroi des dons soit aux hôpitaux universitaires. Fondations des hôpitaux. Exactement. Je sais pas, moi je l'ai pas lu, mais j'imagine que il y aurait une suggestion avec cette centralisation-là, que tous les dons, évidemment, rentrent dans un même endroit, puis là, ils sont redistribués. Est-ce que c'est ça, justement, qu'ils veulent éviter? Ben oui, ils voulaient éviter ça, notamment. En fait, leur argument se tient. Honnêtement, l'argument est très vrai. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds, les personnes là, qui font des dons, parfois de gros dons, ouais. Là, on parle parfois même en millions de dollars de dons, ces personnes-là ne veulent pas financer le gouvernement, ne veulent pas financer une structure gouvernementale, ne veulent pas financer, si tu veux... le système de santé à la place du gouvernement, ne veulent pas se substituer au rôle du gouvernement en termes de financement de son système. Lorsque des gens font des dons, ils veulent s'assurer que ces dons-là soient pertinents, qu'on sache qu'il y a un certain recul, un certain détachement, qu'il y ait un conseil d'administration de fondation ou d'organisation qui est capable de gérer ces fonds-là pour s'assurer que ces fonds-là sont utilisés pour la raison pour laquelle ils les ont octroyés. Exact. Pour la raison pour laquelle ces dons-là ont été effectués. Alors moi, je trouve que c'est d'une certaine manière très logique. Mais je crois que sur cette question-là, le ministre Dubé a quand même pu apporter certaines petites modifications qui pouvaient les rassurer. Il reste quand même que le gouvernement semblait faire la sourde oreille à cette lettre-là concernant notamment le maintien des conseils d'administration que le projet de loi prévoit de remplacer par des conseils d'établissement qui, dans le fond, feraient à peu près
le même travail que des conseils d'administration, mais sans que ce soit des conseils d'administration. Hein. Tu sais un peu comment fonctionnent les conseils d'administration. Il y a des gens qui sont nommés, c'est des administrateurs, ils sont imputables des décisions qui sont prises. Ils en sont responsables. Alors que là, si c'est des conseils d'établissement, c'est des gens de l'interne qui se mettent ensemble à gérer tout ça. Alors, oui, ça n'a pas l'air... on ne dirait pas que les anciens premiers ministres et le gouvernement actuel soient nécessairement sur la même longueur d'onde à ce sujet-là. D'ailleurs, je ne sais pas pour toi, George, mais moi, j'ai senti un certain malaise de la part du gouvernement, du Premier ministre, du ministre de la Santé, par rapport à cette sortie-là, comme s'ils avaient été un peu dérangés par cette sortie-là. Ouais. Mais, et je comprends, parce que tu essaies de faire un travail que tu juges est la bonne voie, la bonne direction, puis là, tu as cette coalition-là de personnages politiques quand même importants. Qui s'entendaient pas entre eux. en plus là, tu sais, je veux pas dire qu'ils saissaient, mais qui étaient des adversaires politiques. Oh my God, on parle des extrêmes, là, d'un bout à l'autre. Puis qui sortent tous ensemble te dire que tu te diriges vers la mauvaise direction, réaligne-toi. Ouais. Puis je les comprends parce que c'est pas des personnes qui sont rentrées hier en politique, c'est des dirigeants de cette province-là. On parle des années 80. Le plus ancien, Pierre-Marc Johnson, des années 80 jusqu'en 2018. Là, tu comprends? On parle d'une période énorme de gouvernance où les gens ont dû eux-mêmes peut-être faire des modifications ou de gouverner ces structures-là. Et ça serait peut-être une bonne idée de peut-être s'asseoir et écouter ce qu'ils ont à dire. Et ça ne veut pas dire que le premier ministre Legault ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, parce que lui aussi, en passant, il a été ministre sous un gouvernement péquiste. Il sait comment ça fonctionne, ces structures-là. C'est pas quelqu'un... M. Bouchard a déjà été son patron. Exactement. C'est sous M. Bouchard, d'ailleurs, que M. Legault est arrivé en politique. Exact. Donc, c'est un message qui est extrêmement fort et d'après leur argument, on risque d'avoir des instituts ou des centres universitaires ou des centres hospitaliers universitaires qui vont perdre de quelque sorte une autonomie qu'ils ont actuellement pour concentrer sous un toit tout ce qui relate à la recherche, au service, à plein d'affaires qui affectent un peu leur mission. Et devenir complètement débalancer cette structure-là, ça va certainement causer des problèmes au niveau des services à la population. Oui. Écoute, moi, je ferai pas j'essaierai pas de spéculer trop sur comment ça va se passer dans le système éventuellement avec le projet de loi 15. Bon, je sais juste qu'il y a quelques mois, j'avais applaudi le projet de loi 15 parce que je pense que me rappelle. Il comporte des éléments que je trouve vraiment très, très intéressants. Et d'ailleurs, pour nos éditeurs, s'ils sont intéressés à savoir quel était notre point de vue à l'époque, ils peuvent remonter les épisodes. Je me rappelle pas c'était quel épisode, là, mais on en avait fait mention, effectivement. Oui, c'est ça. Puis, mais de toute façon, on a des titres sur les épisodes, exact. Donc les gens pourront choisir en fonction des titres des épisodes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Alors, je faisais bien sûr une blague, enfin une demi-blague sur le fait que c'est des premiers ministres qui ne s'entendaient pas entre eux, mais qui ont signé une lettre. Mais justement, ça pourrait être aussi un argument. Hein. C'est-à-dire, s'il y a des ministres qui ne s'entendaient pas, des anciens premiers ministres qui ne s'entendaient pas entre eux, mais qui sont prêts à s'entendre entre eux pour dire qu'il y a quelque chose qu'il faudrait maintenir ou faire différemment ou des choses comme ça, peut-être que ça vaut la peine aussi de les écouter. Surtout que j'ai eu l'occasion d'écouter justement en entrevue le premier ministre Bouchard, l'ancien premier ministre Bouchard, qui, je l'ai trouvé très sincèrement assez... assez honnête, intellectuellement très honnête. Il a expliqué quelle était la démarche de ses anciens premiers ministres. Il a expliqué la réflexion qui les a poussés à
à être d'accord et à signer cette lettre commune. Et il a reconnu aussi que, écoute, ils sont pas parfaits. Hein. Il n'y a jamais personne qui a dit que durant son temps comme Premier ministre, il avait réglé les problèmes du système de santé. Et que oui, effectivement, il y a des problèmes qui existaient à l'époque qui... ils existent encore aujourd'hui, ou s'ils sont pas les mêmes, ou si c'est pas exactement les mêmes, c'est une version du problème. Ou qui découlent des problèmes de l'époque. Alors, il a fait preuve d'une certaine humilité, et je trouve que c'est intéressant. Puis, quand des anciens PM parlent, il faut les écouter. Je te dis pas les écouter, ça veut dire faire ce qu'ils disent qu'il faut faire, mais les écouter avec un certain sérieux. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient... au gouvernement, je les ai trouvés un peu sur la défensive. Ils avaient l'air ils avaient l'air de vivre un malaise avec cette lettre, mais bon. Surtout, puis on va finir là-dessus, surtout qu'au Québec, on n'a pas puis en général au Canada, on n'a pas cette culture de voir des anciens premiers ministres se mêler dans les affaires courantes là, du gouvernement. Moi, je me rappelle très peu de situations où des anciens premiers ministres se sont mêlés des décisions gouvernementales. Ça n'arrive quasiment pas. Oui, donc, le fait que maintenant, t'as pas juste un, mais t'as 6 qui viennent se mettre d'accord avec des idéologies complètement différentes sur une question, oui, il faut s'asseoir puis les écouter. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, voilà. All right, tout le monde, on va mettre fin à l'épisode. Merci encore de nous suivre et de nous avoir écoutés. On l'apprécie. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. S'il vous plaît, on est en train de grandir un peu cette communauté-là et continuez à nous envoyer des commentaires et des questions. On les voit. Peut-être qu'on ne les répond pas tout de suite, mais on les voit puis on vous remercie énormément pour ça. Évidemment, vous pouvez aller nous voir, nous écouter d'ailleurs plutôt sur toutes les plateformes audio. Et on est évidemment sur Facebook, Twitter, Instagram. On est partout. Il n'y a pas d'excuses. Allez nous trouver, suivez-nous, abonnez-vous et envoyez-nous vos commentaires. Puis si vous avez aimé cet épisode-là, partagez-le avec vos amis qui pourraient avoir peut-être un intérêt sur les thèmes qu'on a discutés. Et c'est ça. À la semaine prochaine. On va vous voir c'est ça, la semaine prochaine, un nouvel épisode. Ciao tout le monde.